Bonjour. On a vu lors d'une première vidéo d'une dizaine de minutes votre parcours très particulier où vous avez travaillé sur l'innovation, mais aussi de manière innovante et au cœur même de l'establishment, des ministères. Et là, on en arrive au moment tout à fait particulier qui est le sujet de cette émission où vous créez 2100. Vous créez un vaste programme de prospective qui mobilise 700 chercheurs dans le monde entier, qui vient s'inscrire dans tout un travail qui avait été fait pendant 10 ans de veille dans le monde entier. À l'époque, vous l'avez expliqué, eh bien, la défense américaine et notamment la Rand Corporation fait ce travail de veille avec à peu près 1 millier de personnes pour des différentes études dans différents domaines. Il y a à l'époque le MITI au Japon qui fait aussi un travail de veille extraordinaire, reconnu. Et vous, à la demande du ministre de la Recherche, à la demande d'ailleurs du président lui-même qui a besoin d'avoir un peu de vision prospective pour ancrer sa politique, vous créez donc 2100. Alors comment créer quelque chose aussi inattendu, au fond, dans l'État français? Alors, Richelieu avait une vision prospective, mais est-ce que c'était facile à l'époque de créer un centre de prospective et d'évaluation pour faire ce travail de recherche sur le siècle futur? Au temps de Richelieu, je ne crois pas, parce que nous avons quand même bénéficié de la communication moderne qui permettait de savoir à peu près ce qui se passait dans le monde. Du point de vue de la technique, puisque c'est quand même la base. La base, c'est qu'est-ce qui arrive, quels sont les éléments de technique qui sont en train de se transformer, et après, quelle est la relation technique-société. Et alors donc, une question brûlante comme ça, quelles sont justement les techniques que vous trouvez sur la table il y a 25 ans, 30 ans à ce moment-là, 30 ans qui annonce ce qui va se passer aujourd'hui? C'est une très bonne question, puisque nous nous sommes appuyés sur le travail d'un grand historien qui s'appelait Bertrand Gilles, qui a fait une grande histoire des techniques et qui a mis au point la notion de système technique. Donc, selon lui, chaque civilisation a un système technique, c'est-à-dire un ensemble qui forme un tout. Dans lequel alors là, on est en plein cœur des écosystèmes innovants, parce qu'au fond, ces systèmes techniques, ça constitue bien des matrices pour l'innovation. Voilà. Alors, nous nous sommes demandé, évidemment, quels étaient les systèmes techniques antérieurs et comment ça avait influencé l'évolution de la société. Donc, tout le monde connaît la révolution industrielle, mais il faut encore la caractériser, c'est-à-dire sur les 4 pôles, qui sont les matériaux, c'était dominant, c'était l'acier et le ciment. L'énergie... Qui n'existait pas avant ? Qui existait beaucoup moins. Le développement de l'acier, le ciment, c'est assez récent. C'est le 19e, et le ciment armé, c'est la fin du 19e aussi. Donc l'énergie, c'était le charbon, puis le pétrole au XXe siècle. Qui n'existait pas avant non plus. L'exploitation charbonnière démarre au XVIIIe en Angleterre parce qu'il n'y a plus de bois. Ils ont épuisé les forêts, donc ils passent au charbon. Et le pétrole, il apparaît quand ? Le pétrole apparaît au début du XXe. Donc, et puis les 2 autres éléments qui sont la structuration du temps. Dans la révolution industrielle, le temps, c'est le temps du taylorisme, c'est-à-dire c'est la seconde. On se met à mesurer à la seconde près ce qu'on va faire. Ou au dixième de seconde, quand on est extrêmement, et ça aussi, c'est extrêmement précis. Et ça aussi, c'est nouveau. C'est nouveau, c'est le chronomètre. Avant, on ne pouvait pas le faire, tout simplement. On ne le faisait pas. Facilement, quoi. On ne pouvait pas le faire, sauf de façon tout à fait exceptionnelle. Et puis, il y a la relation avec la vie, c'est-à-dire avec l'écosystème, qui change, puisque c'est l'industrialisation de l'agriculture qui commence au 19e. Alors on s'est dit, mais enfin, ça c'est intéressant, parce qu'on voit très bien les rapports entre la société et ce système technique. Le capitalisme, la façon de concentrer les fabrications, etc. Oui, le passage d'une société essentiellement agraire, féodale, à une société capitaliste, industrielle, entrepreneuriale,
où l'argent devient central, alors que dans un monde féodal, l'argent est plutôt secondaire, Ça, etc. Les analyses de Marx, je veux dire, rentrent tout à fait dans cette ligne. On s'est dit, mais alors, est-ce que plus loin dans le passé, il y avait aussi une interaction? Est-ce qu'il y a eu une modification de même ampleur? De même ampleur. Et on l'a trouvé. On l'a trouvé, c'était le Moyen-Âge des XIIe et XIIIe siècles, ce que Jean Guimpel a appelé la révolution industrielle du Moyen-Âge. À ce moment-là, le temps, c'était les 7 heures canoniales des églises. C'était une instruction de Charlemagne. La relation avec le vivant, c'était la sélection des semences, avec tous les échanges d'informations entre les systèmes monastiques. Donc, l'énergie, c'était l'énergie des moulins. Moulin à eau et puis un peu moulin à vent. Mais les moulins à eau, il y en avait des milliers à l'époque. Et donc, les matériaux, c'était la pierre, Alors, le bois. à chaque fois, on a une figure centrale dans ces révolutions. Parce qu'on peut dire que l'ingénieur, dans la révolution industrielle, il est évident. Enfin, la figure de l'ingénieur qui n'existait pas tellement auparavant. Enfin, il y avait des prémices, il y avait des artisans. Mais l'ingénieur, proprement dit, il s'invente au 18e, au 19e. Tout à fait. Et de la même manière, vous ne pouvez pas m'empêcher de penser à la figure centrale du moine en plein milieu du Moyen-Âge, parce que Absolument. le moine va jouer un rôle extraordinaire dans cette révolution. La diffusion de la culture technique s'est faite essentiellement par les monastères cisterciens, qui ont été obligés de devenir productifs parce que l'ordre de Cluny était en difficulté financière. Et en même temps, ils échangeaient entre eux, ils détenaient les informations nécessaires. Alors ça, c'est le passé. On a prolongé cette idée sur le XXIe siècle. Sur le futur, c'est ça. Alors là, c'est une rétroprospective, c'est-à-dire on se tourne vers le passé pour comprendre le futur. Voilà. Et les matériaux, c'est le foisonnement des technopolymères, donc une diversité, l'école, etc. Et puis l'énergie. Donc, on avait l'énergie de combustion, mais on entre dans énergie nucléaire, énergie solaire, d'autres choses qui sont beaucoup plus fines du point de vue de la source de l'énergie. Mais ce qui est déterminant, c'est l'autre axe, c'est-à-dire la structuration du temps, qui n'est plus en secondes, mais en nanosecondes. Donc 100 000 fois plus vite que les neurones, d'où des effets hallucinogènes, etc. Et la relation avec le vivant, que nous, on a appelé la question du jardin planétaire, donc qui est, est-ce que l'espèce humaine va continuer à exploiter en détruisant plus ou moins la diversité biologique pour des questions de rentabilité, ou est-ce qu'elle va se mettre à jardiner la planète. Donc ça, c'est un point d'interrogation qui n'est pas encore résolu aujourd'hui, puisqu'il y a plusieurs tendances. Il y a une tendance du calcul économique d'un côté et une tendance, je dirais, écologique ou esthético-écologique de l'autre, que nous avons appelé le jardin planétaire. Ce qui me surprend à l'époque, et ce qui me surprend encore mieux à notre époque, maintenant, 25 ans après, c'est qu'au fond, vous osez poser la question, ce qui n'est pas du tout évident à l'époque, puisqu'on est en plein développement de l'ère industrielle, et au fond, tout le monde pense que, malgré que l'ère industrielle, comme vous le dites, apparaît grosso modo avec le charbon, le pétrole, donc très récemment, c'est un pougnème dans l'histoire de la planète et même de l'histoire de l'humanité. C'est très récemment qu'on a cette explosion de la population. Je rappelle qu'en 1850, on est 1 milliard, qu'aujourd'hui, on est 8 milliards, et que sans doute, le charbon et le pétrole qui structurent tout encore aujourd'hui pour le meilleur et pour le pire, puisqu'aujourd'hui, cela crée un déséquilibre au niveau du réchauffement climatique. Mais on voit bien que l'énergie nous permet cette explosion de l'espèce humaine. Vous parlez à ce moment-là, en pleine ère industrielle, vous parlez d'un changement de civilisation. Oui. Ça, les Américains n'en parlent pas à cette époque-là, et même le MITI n'en parle pas. Donc ça me semble absolument stratégique, passionnant, particulier à votre travail.
Oui, parce que si aux États-Unis, vous avez le mouvement, disons, l'idéologie californienne, mais l'idéologie californienne, c'est les techniques vont pouvoir nous faire faire plus de la même chose. Oui, tout à fait. Oui, c'est pas un changement de civilisation radical. Et bon, au Japon, qui a aussi, comme à Taïwan ou dans les autres endroits de forte industrialisation, qui a aussi cette idée, on va conquérir. Hein, c'est l'idée de la puissance. Alors qu'aujourd'hui, l'idée de la puissance se heurte aux limites de la planète. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir à faire autrement que de développer de la puissance pour développer de la puissance. Et c'est là, effectivement, que toute notre démarche aboutit, in fine, à remettre en question le système financier et monétaire. Hein? Alors, ça, c'est une très bonne transition pour notre prochaine émission. Là, on arrive à la fin de nos 10 minutes. Notre prochaine émission où on va traiter du futur. Après 30 ans de prospective, après 30 ans d'exploration du futur avec les plus grandes entreprises du monde, avec l'Europe, avec Jacques Delors, etc. Au fond, aujourd'hui, en 2016, quelles sont les questions que vous vous posez, Thierry Godin, à travers votre parcours tout à fait particulier? Merci et à très bientôt pour ce grand sujet. On en fait une troisième alors.